L'endométriose, généralement douloureuse, en tout cas mal connue, elle touche une femme sur 10 en âge de procréer. On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le docteur Louis-Dominique Vannégrou. Vous êtes gynécologue médical et obstétrique au centre hospitalier des Quatre-Villes, c'est à Saint-Cloud, et vous êtes aussi au centre hospitalier de Bonifacio, c'est en Corse du Sud. Voilà, pour ceux qui ne savent pas où est Bonifacio. Et notre témoin, Laurine Sureau. Laurine, merci d'avoir accepté de témoigner sur l'endométriose. Alors vous avez 21 ans. Et quels ont été les premiers signes de l'endométriose Alors pour moi, ça a été de fortes douleurs au niveau du bas du ventre surtout, mais il y avait aussi des migraines, des douleurs dans le bas du dos, mais en fait je ne savais pas que tout était lié. C'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai appris que tout était lié à l'endométriose en fait justement. Ouais, vous ignoriez à l'époque, vous aviez mal, mais vous ne saviez pas exactement ce que c'était. Alors au tout début, on ne parlait même pas d'endométriose, donc je ne savais même pas que ça existait. Et quand j'ai appris que ça existait, je me disais que non, ça touchait que les femmes qui voulaient avoir des enfants en fait. Et moi, du coup, je ne me sentais pas concernée par ça. Vous avez eu vos premières douleurs à l'âge de vos premières règles, ça? C'est ça, très tôt, à 10 ans. En fait, j'ai toujours eu des soucis avec mes règles, mais on m'a toujours dit, c'est normal, c'est les règles, c'est compliqué. Et c'est vraiment à l'âge de 15-16 ans que je me suis posé des questions parce que je pouvais plus bouger, en fait. Qu'est-ce que vous avez eu comme souci avec vos règles, à part les douleurs? Elles étaient très abondantes, donc je pouvais les avoir pendant 2 semaines consécutives. Des fois, elles s'arrêtaient même plus du tout. Après, je pouvais ne pas les avoir du tout. Enfin, c'était très aléatoire. J'avais pas de cycle, en fait, menstruel. Tels qu'on les connaît, donc ça a été très compliqué. C'est inquiétant ça pour une petite fille, non? Ça vous a perturbé ou pas? En fait, ça m'a perturbée, mais on me disait tellement que c'était normal, que pour moi, c'était ça, avoir des règles, c'était avoir mal. C'était votre maman, les médecins? Alors pas du tout, parce que ma maman, elle s'inquiétait, mais pareil, elle savait pas non plus, c'était mon médecin de famille, donc mon médecin traitant qui me suivait, qui me disait que c'était normal, que toutes les filles avaient mal, qu'il fallait vivre avec, entre guillemets, et ma maman, elle suivait ce que disait le médecin, puisqu'on n'avait pas d'autres sources d'informations à ce moment-là. Votre maman, elle faisait de l'endométriose elle-même ou pas? Pas du tout. En fait, dans ma famille, je suis le seul cas connu. Donc ça nous a surprises toutes les deux quand on a appris ça. Mais c'est pour ça qu'au début, ma mère, pour elle, j'avais peut-être des soucis de kyste ovarien ou des soucis comme ça, mais pas l'endométriose, absolument pas. Donc vous en parliez, vous avez 10 ans, vous êtes une petite fille, vous avez des règles abondantes, des problèmes, tout ça. Vous en parlez à votre médecin de famille qui vous dit, voilà, normal. Donc après, quel a été le parcours? Après, on m'a fait tester beaucoup de pilules qui m'ont rendue encore plus malade qu'avant. Et arrivé à un âge, je me suis dit, c'est bon, c'est pas normal. À partir de quel âge À partir de 15 ans, j'ai commencé à utiliser des pilules. Donc de 10 à 15 ans, de toute façon, aucun traitement, rien du tout. Non, il n'y avait rien du tout. De 10 à 15 ans, je suis restée dans un désert médical. Enfin, après, il a continué jusqu'à mes 20 ans. Donc après, à 15 ans... Vous n'avez pas vu un gynéco entre-temps? Non, alors en fait, j'ai vu le gynécologue de ma mère. Mais parce que j'avais eu d'autres soucis de santé et elle m'avait dit prends la pilule, ça va te remettre les règles comme il faut en fait. Et pas du tout, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc cette première gynécologue là, je l'ai plus jamais revue. Et ensuite j'ai vu que mon médecin traitant qui m'a fourni plusieurs pilules qui n'ont jamais fonctionné. Et après je me suis dit faut que je me trouve un gynécologue. Sauf que le problème, c'est que j'ai mis plus d'1 an et demi à en trouver un. C'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de gynécologues. On me dit que j'habite trop loin, on me dit alors que celui que j'ai aujourd'hui est à Sèvres, donc il est à 1 heure de chez moi. On me dit qu'il n'y a plus de place sur les listes. Et du coup, on refusait de me prendre et on me disait va à l'hôpital si c'est vraiment une urgence. Et comme pour moi, c'était pas vraiment une urgence, je pensais. Alors, quel traitement vous avez suivi par la suite? Qu'est-ce qui a commencé à fonctionner? Comment vous êtes arrivé à commencer à résoudre votre problème? On a réfléchi et on s'est dit ce qui diffuse un peu les cellules de l'endomètre, c'est les règles, donc on va essayer de les arrêter. Sauf que mon corps n'a pas voulu, donc on m'a fait essayer beaucoup de pilules, mes règles ne voulaient pas s'arrêter, mes migraines continuaient, mon corps n'acceptait pas les pilules. Donc j'en ai essayé beaucoup et aujourd'hui, on en avait trouvé une qui marchait, sauf qu'on a appris qu'elle causait une tumeur au cerveau, donc on l'a arrêtée. Et là aujourd'hui j'en ai une autre. C'est la moins pire, donc je la garde. C'est un peu ça où j'en suis aujourd'hui, c'est la moins pire. Ce qui est génial, c'est que vous prenez ça avec bonne humeur. Je trouve ça super. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 21 ans, donc ça fait quand même 11 ans que vous traînez avec ce problème et ça n'a pas entamé votre joie de vivre. C'est super. Après, je suis bien entourée aussi, donc ça aide beaucoup. Et alors, aujourd'hui,
c'est pas complètement résolu, hein, c'est ça? Non, alors j'ai plus de migraine, j'ai plus mal en bas du dos, mais j'ai toujours des jours où j'arrive pas à me lever parce que je suis trop fatiguée et j'ai toujours des coups d'électricité dans le ventre. Dès que je me lève, il faut que je me rassoie. Ça peut être quand je conduis, ça peut être quand je suis dans le train, mais je demande pas à m'asseoir parce que pour moi, je suis pas une personne prioritaire, donc ça reste handicapant au quotidien quand même. Au niveau de la vie professionnelle, ça vous a handicapé, ça? Oui, parce que c'est délicat d'en parler. Alors aujourd'hui, ma patronne est une femme, donc je me suis sentie un peu plus à l'aise pour lui en parler. Et elle a tout de suite compris, mais après, je peux pas y faire grand-chose au travail. Mais là, je suis en télétravail, donc c'est assez pratique. J'ai ma bouillotte qui est juste à côté de moi. J'ai mes médicaments, je peux m'allonger. Donc le télétravail, pour le coup, il m'arrange beaucoup. C'est bien. Qu'est-ce que vous faites comme job? Là, je suis alternante en communication et marketing digital. Donc je suis dans une agence de communication pour un master en stratégie digitale sur Paris. Donc c'est assez compliqué. Vous allez pouvoir relayer l'émission alors, hein, l'endométriose. Voilà. Et au niveau social, proche, amis, tout ça, petit ami éventuellement, c'est handicapant ça ou pas? En fait, pour moi, non, parce que je suis très bien entourée. Après, il y a beaucoup d'incompréhension parce que ça m'est un peu tombé dessus du jour au lendemain et surtout personne connaît l'endométriose autour de moi. Donc on a dû tous s'informer pour comprendre ce que c'est. Et c'est vrai que des fois, ça peut paraître un peu violent. Je pense par ma mère, et au début, ça l'a beaucoup surprise d'apprendre que j'avais l'endométriose. Et donc, mais je suis bien entourée au quotidien. On me suit, mais on avance avec moi. En fait, on n'a pas le choix puisqu'on ne connaît pas vraiment ce que c'est. S'il y a un message à faire passer, c'est quoi? C'est d'arrêter de normaliser la douleur, parce que moi, on m'a répété toute ma vie que c'était normal, qu'il fallait que je reste alitée, qu'il fallait que je me repose, que j'allais vivre ça jusqu'à la ménopause, alors qu'en fait, il n'y a rien de normal, puisque dès que j'ai fait mon IRM pelvienne, on a dit « mais tu as de l'endométriose, ça se voit ». Et là, je me suis dit « mais en fait, je suis pas folle », parce qu'on me fait aussi passer pour une folle, en me disant que c'est dans ta tête, que je suis hypocondriaque, alors qu'en fait, pas du tout. Donc si on a mal vraiment et que c'est anormal, il faut faire des examens, il faut voir des bons gynécologues. Et même si c'est pas ça, c'est pas grave. Mais au moins, si c'est ça, on le sait. Et moralement, ça fait du bien de mettre un mot sur ce qu'on a. Ouais. C'est pas normal d'avoir mal. Et c'est vrai que vous n'avez pas l'air hypocondriaque, hein, parce que moi, je trouve que vous prenez tout ça plutôt avec bonne humeur. Alors, docteur Van Igrou, l'endométriose, qu'est-ce que c'est? L'endométriose, c'est en fait du tissu de l'endomètre, donc qui tapisse la muqueuse utérine. L'endomètre, qu'est-ce que L'endomètre, c'est? c'est ce qui est dans l'utérus. Vous avez l'utérus et donc vous avez l'endomètre qui est la couche qui recouvre l'utérus. Et vous avez donc du tissu de l'endomètre qui va se loger à l'extérieur de l'endomètre à un moment ou un autre pendant les règles. C'est-à-dire au lieu que les règles s'évacuent par le bas simplement, et bien vous avez des morceaux de règles qui vont se mettre ailleurs. Donc c'est du tissu de l'utérus qui va se loger à un endroit où il ne devrait pas être. Voilà. Et qui est fabriqué tous les mois, ce tissu. C'est une maladie qui est de toute façon dépendante des hormones, en effet. On sait pourquoi on fait de l'endométriose ou pas? Alors, on a beaucoup d'hypothèses, on cherche encore beaucoup. On sait que c'est une maladie des règles. Alors sans pareil vieux jeu, malgré mon âge, il y a 50 ans, les femmes entre 18 ans et 50 ans, elles étaient ou enceintes ou elles allaitaient, elles avaient très peu de règles. Aujourd'hui, pour des raisons sociétales, c'est totalement différent, elles ont plus de règles. Et comme c'est une maladie des règles, c'est normal qu'il y ait plus d'endométriose. Et après, c'est vrai qu'on a découvert l'endométriose. Il y a 10, 15, 20 ans, on en parlait très peu, et maintenant on commence à mieux connaître, en tous les cas, à essayer de mieux prendre en charge, et ce n'est pas toujours facile. Alors, Laurine nous a décrit quelques symptômes. C'est quoi le tableau clinique de l'endométriose? Le tableau clinique de l'endométriose, la première chose déjà, c'est le bon interrogatoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de se dire, quand j'ai mes règles, où est-ce que j'ai mal? Juste avant les règles ou pendant les règles, où est-ce que j'ai mal? J'ai vu l'autre jour une jeune femme qui avait une endométriose au niveau de l'épaule. Elle me disait, j'ai une capsulite. Ce n'était pas une capsulite, c'était de la localisation. Vous en avez qui ont du mal à respirer. Du mal à respirer, c'est de l'endométriose aussi, parce que c'est pendant les règles. Le plus typique, c'est en effet, comme Laurine, dans le dos, sciatique. Ça, c'est hyper typique. Troubles digestifs. Un certain nombre de gastro-entérologues voient des patientes pour de l'endométriose, ou on leur envoie pour endométriose. Moi, j'ai une patiente qui a fait du nomadisme médical, qui m'a dit j'ai de l'intolérance au gluten, j'ai de l'intolérance au lactose, qui a fait des régimes pas possibles. Je lui disais que c'était de l'endométriose. 10 ans de perdu. C'est de l'endométriose. Troubles urinaires?
Troubles urinaires également, quand il y a pendant les règles, si la patiente remarque du sang dans les urines ou du sang dans les selles, c'est un signe important aussi à signaler. Tout ce qui se passe pendant les règles, et uniquement pendant les règles. Problème pendant les rapports sexuels ou pas? Également, parce que l'endométriose, c'est multifacette. Vous pouvez en avoir au niveau des ovaires, vous pouvez en avoir au niveau du vagin, vous pouvez en avoir au niveau du diaphragme, donc des problèmes respiratoires, ou digestifs. Et c'est sûr que si vous en avez au fond du vagin, au moment des rapports, vous pouvez avoir des douleurs, même bien entendu en dehors des règles, parce que la localisation reste. Et un des points très importants, c'est que par les traitements, on essaie de diminuer les saignements et donc l'endométriose, mais comme l'a dit Laurine, la douleur, généralement, elle persiste. Donc il y a toujours un fond douloureux, et ça, c'est en effet, et c'est le plus dur à faire disparaître. Par les traitements, on arrive à bloquer l'évolution de l'endométriose, par des hormones en effet, mais les douleurs, on a du mal. Est-ce que ça pose des problèmes au niveau de la fertilité derrière? Alors, j'ai repris des chiffres. D'abord, la première chose, pas de panique. L'endométriose est multifacette, donc c'est pas parce qu'une patiente, encore la semaine dernière, arrive en disant « j'ai l'endométriose » ou « je crois que j'ai l'endométriose, je vais être fertile ». Absolument pas. Les chiffres à peu près qu'on connaît, c'est que 30 à 50% des endométrioses ont potentiellement des problèmes de fertilité. 30 à 50%. C'est une évaluation, etc. Donc ce n'est pas du tout la majorité. Hein, d'accord. Et dans les centres d'assistance médicale à la procréation, c'est 20 à 50% ont de l'endométriose. Donc vous voyez qu'il faut relativiser nos paniques. On voit même des demandes d'interruption de grossesse pour des patientes qui ont de l'endométriose qui croyaient ne pas être fertiles. La solution à tout ça, c'est quoi? C'est la PMA, c'est de la chirurgie? En cas de problème de fertilité. C'est une évaluation qui est multidisciplinaire à voir entre différents. Ça dépend de la localisation, ça dépend de beaucoup de facteurs. Il n'y a pas un conseil à donner. La chirurgie reste la dernière solution. Il faut éviter la chirurgie itérative à reproduction. Quand on se fait opérer, c'est une fois point. Faut vraiment, il y a eu des FAD dans les années précédentes qui ont été opérés une fois, deux fois, trois fois. On sait que ce n'est pas la solution. Mais ça, c'est encore un autre problème. Mais en cas de problème de fertilité, ça dépend de la localisation. Et il faut discuter avec les chirurgiens, avec les gastro éventuellement, etc. Donc il n'y a pas une solution. Laurine, vous êtes encore jeune, vous n'êtes pas encore posé la question de la fertilité? Ou vous y avez pensé déjà un petit peu? On m'en a parlé, mais j'avoue que j'y pense pas parce que je me dis je suis jeune, mais en même temps je me dis au final la décision elle doit se prendre tôt si jamais il y a des décisions telles que la chirurgie à prendre. Donc je suis un peu entre deux, mais j'essaye de pas trop y penser. Alors, moi, ce que je peux dire, allez-y. Une patiente qui a de l'endométriose, si elle veut tenter une grossesse, elle la tente. Quelle que soit l'endométriose, on arrête les traitements hormonaux, alors elle peut avoir mal, et souvent en ayant bloqué en plus le système avec des traitements hormonaux non-stop, juste à l'arrêt, il y a souvent un effet positif par rapport à la possibilité d'avoir une grossesse. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut essayer. Si ça ne marche pas au bout d'un certain temps, on refait l'évaluation. Mais surtout, la première chose, c'est d'essayer juste après l'arrêt des hormones et donc de la contraception. Endométriose et grossesse, est-ce que la femme peut craindre des douleurs supplémentaires? Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes pour le bébé? Est-ce que les femmes qui font de l'endométriose ont plus de mal à porter leur bébé jusqu'au terme? Ou est-ce que ce sont trois questions complètement stupides que je viens de vous poser? Rien de tout ça. Ne faisons pas de fixette sur l'endométriose et sur la grossesse. Alors, la douleur, on y revient. Est-ce que l'intensité de la douleur est proportionnelle à l'endométriose? Alors, la douleur, elle dépend de la localisation de l'endométriose. S'il y en a au niveau vaginal, il y a des douleurs pendant les rapports. S'il y en a au niveau du diaphragme, au moment de la respiration, toujours pendant les règles, toujours pendant les règles. S'il y a de l'endométriose au niveau digestif, à ce moment-là, pendant les règles, il va y avoir des douleurs digestives, des troubles digestifs. S'il y en a dans le dos, ce qui est très fréquent, il y aura des douleurs dans le dos. Donc c'est pas la douleur, elle dépend de la localisation plus que l'importance de l'endométriose. Mais c'est sûr que si vous avez une patiente qui en a dans le dos, troubles digestifs, difficultés respiratoires comme j'en ai une, là c'est sûr que le niveau de la douleur, entre 0 et 10, il s'approche de 8. Laurine, vous l'avez vu évoluer la douleur au fur et à mesure de ces 11 ans? Oui,
moi, ça s'est vraiment accentué à l'âge de 15-16 ans. Et c'est là que j'ai commencé à être alitée, à ne plus pouvoir bouger et à avoir mal en dehors de mes règles aussi. De toute façon, j'avais pas de cycle, donc j'avais mal tout le temps. Et c'est vraiment à 15-16 ans que je me suis posé des questions. Je me suis dit que c'était vraiment pas normal. Alors, vous avez beaucoup insisté sur pendant les règles, et Laurine vient de nous dire en dehors de mes règles. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle avait des règles en continu Non, c'est parce que, encore une fois, la douleur persiste. On a du mal à faire disparaître la douleur. Autant on diminue les saignements et on diminue les méfaits de l'endométriose, et donc la douleur diminue, mais on ne l'annule pas. C'est vrai qu'on ne l'annule pas. Et on ne sait pas pourquoi. C'est probablement lié aussi à la localisation de l'endométriose. Qui est touché? Est-ce qu'il y a des prédispositions, des facteurs déclenchants, aggravants, une hérédité? Alors, d'une part, c'est encore du travail de recherche, on avance en marchant. On sait que le tabac n'est pas une bonne chose, on sait que la surcharge pondérale, comme toujours, comme toutes les maladies, n'est pas une bonne chose. On sait qu'il y a des familles à endométriose, ce n'est pas le cas de Laurine en effet, mais il y a des familles à endométriose. On ne sait pas pourquoi, il y a probablement des facteurs génétiques. Et après, plus les règles sont abondantes, vous imaginez, plus le flux est important, et comme il y en a un petit morceau de ces règles qui ne va pas vers le bas, mais qui va ailleurs, plus il y a du volume, plus il y a de risque que ça aille dans le mauvais sens. Après, on dit qu'il y a des facteurs favorisants au niveau des trompes, c'est-à-dire que les trompes, au lieu d'aller dans un certain sens, il y a des petits cils dans les trompes, au lieu de faire descendre vers le bas, elles feraient monter vers le haut, et donc ça favoriserait la localisation au niveau des ovaires en particulier. Beaucoup d'hypothèses. Mais c'est sûr que le volume des règles, les règles abondantes dès les premières règles, etc., c'est un signe. Et encore une fois, après, est-ce que la mère, la sœur en a eu voilà. Qui on va consulter? Son généraliste, un gynéco directement si on en trouve un, parce qu'on a plus de mal à en trouver. Est-ce qu'il y a des centres spécialisés, détection de l'endométriose? Alors, il y a des centres spécialisés pour la prise en charge. Moi, quand j'ai des patientes que je n'arrive pas à prendre en charge, je les adresse dans certains centres hyper spécialisés. On a la chance dans la région parisienne d'en avoir beaucoup. Donc ça, c'est bien. Après, je dirais, il faut prendre le bon professionnel. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vous appelle. Le temps que vous coupiez votre téléphone, je me tournais vers Laurine. Vous avez eu connaissance d'un de ces centres? Moi, j'en ai entendu parler, oui, une fois qu'on m'a diagnostiqué, on m'en a parlé. Après, j'y suis jamais allée parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être bien suivie. Donc ça fait du bien aussi. Je sais que je peux me reposer sur le gynécologue que j'ai actuellement. Mais j'en ai entendu parler, oui. Quel examen signe véritablement le diagnostic de l'endométriose? Alors, je vais vous décevoir. Le premier examen, c'est l'interrogatoire. Éventuellement l'examen clinique. Mais l'interrogatoire, c'est 80%. Même les recommandations vont jusqu'à dire à partir d'un certain interrogatoire, si on est convaincu, on peut traiter sans faire aucun examen complémentaire. Après, il y a 2 examens complémentaires les plus courants pour le gynécologue. C'est d'une part l'échographie pelvienne et d'autre part l'IRM, qui sont pas à faire systématiquement parce que ça a un coût, bien entendu pour la société, mais moi j'ai tendance quand même, dans certains cas, et assez souvent, à demander l'un ou l'autre, suivant les cas, car ça fait une sorte d'état des lieux. Ça vous fait un bilan de la situation à un temps donné. Donc après, on sait si le traitement que l'on met en place, si on refait le même examen 1, 2, 3 ans plus tard, si on sait si on a réussi à stabiliser la situation. Ça permet de voir l'évolution. C'est vrai que l'imagerie médicale, ça fixe les choses, d'autant qu'avec les systèmes de PACS, les radiologues enregistrent l'image et donc on peut suivre l'évolution. Pourquoi il y a un tel retard diagnostique sur l'endométriose? Laurine, elle a consulté la première fois à 10 ans, elle a 21 ans, ça fait 11 ans, elle n'est pas sortie complètement de son problème. Précédemment, j'ai fait d'autres émissions sur l'endométriose. J'ai vu des femmes qui découvraient leur endométriose à 40 ans. Pourquoi, alors que vous me dites finalement l'examen, l'interrogatoire, ça suffit dans 80% des cas, donc il n'y a pas non plus 20 000 questions à poser, il y a une liste de 5-6 questions à poser. Pourquoi un tel retard diagnostique? Déjà parce que, comme vous l'a dit Laurine tout à l'heure, tu as tes règles,
t'as mal, c'est normal. Donc c'est quand même un problème sociétal, ça c'est la première chose. La deuxième chose, encore une fois, Pourquoi les médecins disent ça encore? Ils devraient quand même... Mais c'est pas forcément les médecins qui le disent, ça peut être les mères, ça peut être la famille. T'as tes règles, la grand-mère, la tante, la ceci, t'as tes règles, c'est normal, c'est quand même très culturel. Mais encore une fois... La première chose, c'est t'as tes règles, c'est normal, on va pas consulter. La première chose, c'est, les émissions comme les vôtres, c'est bien parce que ça permet d'en parler et qu'il n'y ait plus de tabou. Il faut parler de ces douleurs. C'est bien de souligner qu'une émission comme la nôtre est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est un message à faire passer. Non, mais c'est très important. Vraiment, il faut que ce n'est pas tabou. Si on a mal pendant les règles, on en parle à un professionnel. Après, c'est comme tout. Alors après, on en parle à un professionnel, il faut quand même dire les choses. Il y a un retard diagnostic qui est dû aussi aux professionnels. Mais il y a un retard diagnostique parce que, comme vous l'a dit Laurine, pour trouver un gynécologue, il lui a fallu je ne sais combien de temps. On n'a pas assez de médecins à l'heure actuelle, quoi qu'on en dise. On va faire un peu de politique, mais on n'a pas assez de professionnels de santé. C'est hallucinant de voir le retard qu'il y a. Après, vous ne pouvez pas demander à un médecin de famille de tout savoir, de la bronchiolite, de l'endométriose, etc. Donc, il ne faut pas leur jeter la pierre. Mais encore une fois, c'est un message, c'est vous avez mal pendant les règles, vous avez des règles abondantes, allez consulter. Et encore une fois, ça peut être aussi des signes digestifs, donc c'est parfois un peu compliqué. Enfin, généralement, c'est plutôt le gynécologue qu'il faut aller voir. Et il y a certains médecins généralistes qui sont formés aussi à la gynéco et qui peuvent le faire. La seule chose, vous ne pouvez pas tout savoir en tout, ça devient de plus en plus compliqué. Donc moi, je dis que le premier problème, c'est ça. Et je reviens, encore une fois, il y a 50 ans, les femmes avaient ou des enfants, ou elles étaient, donc avaient peu de règles, et donc il y avait peu de pathologies liées aux règles. On va Il y parler... a des problèmes, excusez-moi, il y a aussi probablement des facteurs épigénétiques qui s'appellent d'environnement, de pollution, qui pourraient favoriser l'endométriose. Hein. Donc ça, il y a pas mal de travaux là-dessus. Bientôt au terme de l'émission, on va parler rapidement du traitement, des traitements et du mécanisme. Alors vous avez parlé de la pilule. Pourquoi la pilule comme traitement de l'endométriose ? Ben c'est parce que l'endométriose, c'est une maladie d'une hormone qui s'appelle les œstrogènes. Et si on bloque les œstrogènes avec de la progestérone, ou si on met que de la progestérone, à ce moment-là, on contrecarre les effets de l'œstrogène, si on veut être très simple. Donc c'est pour ça qu'il faut traiter de façon la pilule. C'est un traitement comme n'importe quel traitement. Et pour arrêter les règles, et prendre la pilule en continu, sans attendre une semaine entre deux plaquettes et d'avoir des règles. Il ne faut plus avoir de règles. On a évoqué la chirurgie tout à l'heure. Pourquoi la chirurgie? En quoi ça consiste? La chirurgie, ça consiste à retirer tous les nodules d'endométriose. La seule chose, c'est qu'il faut le faire pas une seule fois, entre guillemets, et tout faire, ou faire tout ce que l'on peut traiter. Donc je ne suis pas chirurgien de l'endométriose, mais les spécialistes vous diront je retire tel endroit, tel endroit, tel endroit, mais je ne pourrai pas retirer tel autre endroit qui est moins douloureux, qui a priori est moins compliqué. Voilà, en fonction de l'interrogatoire et de ce que la patiente dit. Et il faut que ça soit fait par des chirurgiens qui ne font quasiment que ça. L'adbacthérapie. L'adbacthérapie, c'est de dire, dans certains cas, on traite l'endométriose en faisant une castration chimique, entre guillemets, et pour éviter les effets de la ménopause, puisque la castration chimique, on le fait pendant un temps, pour éviter les effets de la ménopause, bouffée de chaleur, risque au niveau des os, de décalcification, on donne en plus une adbacthérapie, en quelque sorte une pilule, pour maintenir des hormones, mais que l'on contrôle, on met sous contrôle l'endométriose. Est-ce que ça vous inquiète, Laurine, parce qu'il y a aussi des débats sur la pilule, les conséquences à long terme. On sait aussi que pilule et tabac, ça fait très très mauvais ménage au niveau des maladies cardiovasculaires. Est-ce que ça vous inquiète de vous dire, bon, bah, la pilule, pour moi, c'est à vie? Oui, un petit peu. J'espère ne pas la prendre toute ma vie parce que bon, déjà, j'en ai eu beaucoup, donc ça m'a déjà beaucoup déréglé dans mon corps. Donc j'espère que d'autres solutions vont arriver au fur et à mesure parce que oui, la pilule à vie, ça m'inquiète un petit peu. C'est pas forcément naturel de prendre ça. Et je voudrais juste rebondir sur un truc. Il y a un autre symptôme aussi, en tout cas que moi j'ai, c'est les bouffées de chaleur. Donc je les ai aussi. Ça se rapproche un peu de la ménopause, mais les bouffées de chaleur aussi sont présentes. Et ça, c'est aussi handicapant d'avoir, parce que c'est pas pareil qu'avoir chaud. C'est vraiment très dérangeant. Et ça, c'est dû aux hormones? C'est lié à la progestérone, ça. C'est la progestérone au long cours. L'endométriose, ça se soigne, ça ne se guérit pas aujourd'hui? Non, l'endométriose, à ce jour, ça ne se guérit pas, sauf si on fait de la chirurgie et qu'on retire les nodules d'endométriose. Le principal problème, c'est d'en faire le diagnostic, c'est de faire de la prévention et surtout d'arrêter les règles. Prévention, parlez-en. Si on retire les nodules, ils peuvent revenir ou se reformer ailleurs? Ah ben, s'il y a des règles, si on ne bloque pas les règles, ça peut toujours revenir.
Tant que vous n'arrêtez pas les règles, ça peut toujours aller se localiser. L'endométriose, est-ce que c'est lié à l'inflammation? Et si c'est lié à l'inflammation, est-ce qu'il y a un régime alimentaire particulier pour diminuer l'inflammation? Non, honnêtement, c'est d'avoir un régime équilibré. Et je vous dis, c'est peut-être plus de l'épigénétique par rapport aux facteurs environnementaux que. Et puis encore une fois, pas de surcharge pondérale et pas de tabac. On arrive au terme de cette émission, il nous reste 1 minute. Je vous laisse le mot de la fin à chacun. Docteur, qu'est-ce qu'on doit dire aux médecins d'abord par rapport à l'endométriose? S'il y a 3-4 questions clés à poser, c'est lesquelles? La patiente a-t-elle des douleurs pendant les règles? Les localisations? Les règles sont-elles abondantes? Y a-t-il éventuellement de l'endométriose dans la famille? Évidemment, est-ce que vous venez pour un problème de fertilité? Voilà, donc quelques questions simples, mais qui sont vraiment les questions clés qui doivent nous alerter sur l'endométriose. Laurine, qu'est-ce qu'on dit? D'arrêter de normaliser la douleur et de minimiser cette maladie qui est au final beaucoup plus complexe que ce qu'on peut dire dans les médias. Oui, absolument, il faut la faire connaître, cette maladie. Exactement. On commence quand même pas mal à en parler, peut-être pas assez, on commence à en parler. Il faut que les femmes aussi se parlent entre elles et que les mamans arrêtent de dire aussi aux filles, c'est normal, moi j'ai souffert. Enfin, il y a aussi, voilà, il faut qu'on en parle. C'est pas tabou, c'est multifacette. Exactement. Voilà, avant de conclure cette émission, rappelons la création d'une fondation de recherche exclusivement dédiée à l'endométriose. Ça a été annoncé le 1er mars 2021 sous l'égide de la Fondation pour la recherche médicale. Cette fondation a été créée et elle s'appelle EndoMine, c'est ça je crois. Merci docteur Louis-Dominique. Oui, merci docteur Vanegro d'être passé sur le plateau. Merci à vous, Laurine. Je trouve que vous prenez tout ça avec une extrême bonne humeur et j'espère que tout ça sera bientôt un lointain souvenir pour vous. Merci. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien.